Eh ben, bonjour, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je pensais que les autres auraient plus de succès. En tout cas, merci d'être là et merci au Brascamp de me permettre de venir vous parler de deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. L'artisanat logiciel et le numérique responsable. Alors, rapidement, qui je suis déjà. Donc, je m'appelle Cécilia Bossard, je travaille chez Chaudot à Nantes. Je fais partie de la core team des Duchesses aussi. Je suis cofondatrice du Meetup Software Crafters de Nantes. Je suis aussi impliquée en politique et quand il me reste du temps, voilà. je suis aussi apicultrice. Donc si jamais un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les couloirs, ça serait avec plaisir. Quand j'en parlerai avec vous. Mais là, on va parler de craft et de numérique responsable. On va commencer par faire un petit état des lieux, un état des lieux, faire un bilan de la responsabilité du numérique en ce qui concerne les problèmes sociétaux et environnementaux. Donc tout d'abord, on va voir en quoi le numérique est source d'exclusion. Première cause d'exclusion, l'électronisme. Donc les personnes en situation d'électronisme sont des personnes qui rencontrent des difficultés à utiliser des appareils numériques et des outils informatiques. En 2021, d'après l'INSEE, ça a concerné 15% de la population française. Donc c'est quasiment une personne sur 6 qui sont exclus du numérique parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser nos outils. Deuxième cause, les ressources financières, en fait. C'est un énorme frein à l'accès au numérique. Donc en 2019, il y avait 9,2 millions de Françaises et Français qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc évidemment, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter le dernier smartphone qui va permettre de faire tourner les dernières versions des applications. Ils ne vont pas pouvoir s'acheter un PC portable avec suffisamment de RAM pour afficher les sites qui utilisent les derniers frameworks JS à la mode. Voilà. Donc c'est encore des personnes qui ne vont pas pouvoir utiliser en fait, les outils qu'on leur fabrique. Désolé, j'ai le micro qui glisse. Il y a aussi un problème de connectivité. Et savoir qu'en France, il existe toujours ce qu'on appelle des zones blanches et des zones qui ont une très mauvaise connectivité. Tout le monde n'a pas la 4G. Alors on ne parle même pas de la 5G, on ne parle même pas de la fibre. Déjà, ce qu'on considère être la connectivité de base, la 4G, c'est déjà pas accessible à tout le monde. Donc ces zones qui ont une faible connectivité vont brider les gens dans leur utilisation du numérique. Donc chaque site, chaque application qui va nécessiter de télécharger beaucoup de données, clairement ce ne sera pas utilisable pour eux. En fait. C'est des choses qu'ils vont mettre de côté parce que quand ça met 10 minutes à s'afficher, déjà au bout d'une minute on en a marre, 30 secondes, 10 secondes en fait on en a marre. Ne parlons même pas de la minute. Et le numérique, c'est un secteur qui est quand même particulièrement validiste. Alors, qu'est-ce que c'est que le validisme ? Donc, le validisme repose sur l'idée qu'une personne valide représente la norme sociale et qu'une personne qui ne l'est pas est donc hors norme. Alors, je mets des grosses guillemets parce que j'aime vraiment pas ça. Voilà, cette personne serait hors norme et que ce serait à elle de s'adapter aux outils et pas aux outils de s'adapter à elle. Donc, très peu d'applications et de logiciels sont aujourd'hui accessibles et l'accessibilité, c'est rarement une priorité. Et donc le numérique va exclure encore une bonne partie de la population. Donc il faut noter qu'il y a quand même une personne sur 6 en France qui est déclarée handicapée. Ces chiffres sont sûrement sous-estimés parce que beaucoup de handicaps ne sont pas déclarés. Et on ne compte pas dedans les handicaps qu'on dit temporaires, genre quand vous avez un bras dans le plâtre, quand vous avez une opération des yeux, vous ne voyez plus très bien. Quand vous avez ne serait-ce qu'un enfant dans les bras aussi, vous êtes content d'avoir des applications accessibles en fait, quand on n'a plus qu'une main pour les utiliser. Et le secteur du numérique ne fait pas figure d'exception dans notre société, où le racisme et la misogynie, ça fait un peu tous les jours la une de la presse, particulièrement en ce moment. Alors on va prendre un exemple à la mode, les IA. Donc les IA, elles sont entraînées sur des données. Et ces données sont quand même souvent biaisées. Et elles vont se retrouver à avoir des comportements racistes ou misogynes. On peut prendre comme exemple Amazon. Alors,
On cumule Amazon et IA, comme ça, double peine. Donc Amazon a essayé d'utiliser une IA pour l'aider au recrutement. Pour essayer de pas payer des RH. Donc l'IA, elle a été entraînée sur la base des employés actuels, ce qui paraît logique. Ils veulent embaucher des gens, ce qu'ils ont déjà dans leur salarié. Et résultat, cette IA a écarté systématiquement au premier tri les CV féminins. Voilà. Bon, ça s'est un peu vu, quand même. C'est un peu trop flagrant. Donc l'IA a été mise au placard. Et ils sont repassés à un recrutement humain. Enfin, humain. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est assez symptomatique des problèmes de biais que peuvent avoir ces IA. Au moins, celle-ci aura eu le mérite de mettre le problème en avant. Dans le cas d'Amazon. Il y en a d'autres où ça se voit pas encore. Et puis en parlant de problèmes de diversité, on peut pas nier qu'on a un gros souci de boys club en fait dans le numérique. Regardez les participants aux conférences tech, ou les équipes de dev aussi, les équipes ops. Voilà, c'est quasiment exclusivement des hommes, blancs en plus. Voilà. Le numérique, ça reste un secteur essentiellement masculin où en fait, les rares femmes qui s'y aventurent finissent par fuir à cause de la toxicité du milieu. Donc il y a un rapport d'Accenture et Girls Who Code qui a révélé qu'environ 50% des femmes employées dans l'IT délaissent leur job avant même d'avoir 35 ans. Vous vous rendez compte, c'est assez énorme. Et pour comparer, dans les autres secteurs, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Ce qui est aussi grand, mais là, nous, on est toujours mieux dans le numérique. Donc ça, c'était pour les problèmes sociétaux. Mais le numérique n'a pas qu'un impact social négatif, il a aussi un impact sur la planète, et c'est source de pas mal de pollution. Donc première source de pollution, ça va être l'extraction de minerais. Donc on a besoin de nouveaux minerais pour produire les nouveaux terminaux, et cette extraction, c'est une véritable catastrophe écologique et humaine aussi. Donc pour donner quelques exemples, par exemple en Amazonie brésilienne, les rivières sont durablement polluées par l'industrie minière, donc les industries de l'étain et du tantal. En Chine, dans la région de Baotou, c'est l'air, le sol et l'eau. Est-ce qu'on peut polluer encore autre chose de plus? Je sais pas, je pense qu'ils ont bien réussi là. Donc c'est pollué par les rejets toxiques de l'extraction des terres rares. Alors je vous ai donné que 2 exemples, mais alors il y en a malheureusement partout sur la planète. Quasiment toutes les zones de la planète sont touchées par cette pollution, sauf les pays destinataires de ces minerais transformés. Voilà, nous, on n'est pas trop touchés, en fait, par ça. Et puis, on ferme soigneusement les yeux sur ce problème, parce que c'est ailleurs, on voit que nos nouveaux smartphones. Et autre problématique qui va venir à terme, c'est que ces minerais, ils ne sont pas en quantité illimitée. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'ils seront épuisés? C'est une question encore en suspens. Il y a des groupes qui travaillent dessus, mais on ne sait toujours pas, et puis c'est plus tard, on verra. L'impact de cette extraction de minerais, donc, elle a des grosses conséquences environnementales, mais c'est aussi une source de conflits armés. Donc, à l'est de la République démocratique du Congo, le commerce illégal du tungstène, de l'étain, du tantal et de l'or finance la guerre civile, tout simplement. Voilà. Donc ces minerais sont même d'ailleurs nommés les minerais de sang. Donc si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à regarder la conférence de David Maenda Kitoko pour une écologie décoloniale du numérique. Faites-le quand vous êtes dans un état d'esprit serein, parce que elle est vraiment pas facile à regarder. Donc la fabrication des nouveaux terminaux, c'est donc extrêmement polluante. Et malgré tout, en fait, l'industrie du numérique va inciter les consommateurs et les consommatrices à changer leurs appareils le plus souvent possible, forcément. Donc il n'y a qu'à regarder les offres promotionnelles pour acheter le dernier smartphone qui vient de sortir, ou je sais pas si ça se fait toujours autant, mais les opérateurs qui proposent un nouveau téléphone à 1 € si on prend un nouveau forfait.
Alors qu'on en a potentiellement un qui fonctionne encore très bien, en fait. Mais bon, 1 euro, on va se laisser tenter quand même. Donc il y a ce renouvellement marketing, entre guillemets, et il y a aussi l'obsolescence programmée, qui va nous forcer à renouveler fréquemment nos appareils, parce qu'en fait, ils fonctionnent plus. Alors, on va faire un petit sondage rapide. Qui, parmi vous, utilise un smartphone de plus de 2 ans? C'est bien. De plus de 4 ans? Ok. De plus de 6 ans? Il y en a moins. Ouais. Toujours avec l'OS d'origine? Avec tous les patchs de sécurité? Voilà, il n'y a plus personne. Voilà. Donc c'est quand même un gros problème. On peut plus utiliser sereinement nos téléphones portables au-delà de 4 ans. Ils sont plus supportés. On n'a plus de version de sécurité. Ça devient des passoires. À moins d'avoir les moyens d'utiliser un OS alternatif. Et ça, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, clairement. Mes sœurs, quand je leur parle de ça, elles me regardent avec des grands yeux. Genre, mais je vais pas hacker mon téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on change de smartphone? Qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? Alors, on a souvent un tiroir, voilà, où on les met tous avec les chargeurs et tout ça. On en a de... Donc, ça fait mes tiroirs au cas où. On sait jamais. Je sais pas, mais moi aussi, hein, j'en ai. Je crois que tout le monde. Voilà. Donc soit on le met dans ce tiroir déchetterie à la maison, soit on va effectivement le jeter en espérant qu'il soit recyclé. Donc un rapport de l'ONU de 2013 évaluait que 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Et pour les déchets qui parviennent jusqu'aux filières de recyclage, leur design en fait empêche de récupérer les matières premières. Donc de nombreux métaux des technologies numériques, comme le gallium, le germanium, l'indium, le tantal, les terres rares, en fait, ils sont presque pas recyclés. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Voilà, ils s'entassent dans des décharges à ciel ouvert, loin, hein, pas chez nous, loin, pour pas qu'on les voit. Et puis, ça va continuer de polluer le sol, l'eau, comme ça, on continue la boucle. C'est quand même vachement mieux. Même si la fabrication des terminaux, donc c'est de loin la source la plus importante de pollution dans le numérique, hein, c'est quand même 80% de la pollution, juste la fabrication, il faut quand même prendre en compte la consommation énergétique de notre secteur. Donc Green IT estimait qu'en 2015, le numérique français consommait environ 56 TWh. Bon, perso, ça ne me parle pas trop, mais ça représente environ 12% de la consommation électrique française. Et Negawatt, lui, quant à lui, ils estiment que la consommation électrique du numérique devrait augmenter de 15 TWh d'ici à 2030, donc faire un bond de 25% par rapport à 2015. Donc ça porterait la part du numérique à environ 15% de la consommation électrique du pays. Donc 15%, c'est l'équivalent de la moitié du secteur industriel. On commence à peser dans le game quand même là. Et vous allez dire, en France, en fait, c'est pas très grave. Hein, notre électricité est quand même en grande partie décarbonée grâce à notre parc nucléaire. Sauf que c'est pas le cas partout dans le monde. Et grâce au cloud, en fait, on sait pas du tout d'où provient l'électricité qui va permettre de faire tourner nos applications. Donc ça pourrait être une énergie très très carbonée. Et puis tout ce qu'on a vu précédemment, en fait, c'est pas prêt de s'atténuer à cause, je ne sais pas encore, du fameux effet rebond. Donc qu'est-ce que c'est que l'effet rebond? C'est un accroissement de la consommation qui est provoqué par la réduction des limitations. Concrètement, dans le cas du numérique, on a amélioré les transferts de données avec la 5G, avec la fibre, tout ça, ça va mieux. Le but, c'était de permettre une diminution de la consommation énergétique. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? Donc oui, une diminution de la consommation énergétique, mais comme c'est plus facile de transmettre des données, on en transmet plus. Voilà. Donc on a énormément augmenté le volume de données transférées. Donc on s'attend à une augmentation notable de la consommation
électrique du secteur numérique, du fait de la plus grande efficience des réseaux, qui est totalement paradoxale avec le but premier de cette amélioration des réseaux. Voilà. Alors maintenant, j'ai bien plombé l'ambiance, je pense. Ouh, commencer la course des bonnes bases, là. Ben, on va regarder un peu ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Il nous reste quand même un peu d'espoir, mais il va falloir y aller, là. Enfin, en vrai, on n'a plus le choix, là. Faut qu'on s'y mette vraiment tous ensemble et maintenant. Donc, je vous propose de regarder ce que propose le numérique responsable. Alors, on parle de numérique responsable, on devrait plutôt parler de numérique acceptable, en vrai, plutôt que responsable, parce que, en fait, à partir du moment où on va développer une application ou un service numérique, on aura forcément un impact négatif, socialement ou écologiquement. Donc, on va quand même garder le terme de numérique responsable, mais garder en tête que ça ne va pas être positif forcément. Et on va voir quels axes vont nous permettre de réduire cet impact. Et je vais pour un peu. Donc, qu'est-ce que c'est que le numérique responsable? C'est l'amélioration de l'empreinte écologique et sociale du numérique. Il n'y a pas que l'aspect écologique. Donc, c'est en lien avec le développement durable, dont la définition est la suivante. Répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est quand même, ça date de 1987, hein, le développement durable, c'est pas le dernier truc à la mode qui vient de sortir, ça a quand même un peu d'existant. Le développement durable, c'est la jonction de ce qu'on appelle les 3 P, people, planète et profit. Donc l'idée, ça va être d'essayer de résoudre une équation qui va satisfaire ces 3 aspects simultanément, prendre soin de la planète, prendre soin des personnes, et s'assurer une prospérité et une viabilité économique, parce qu'on est encore dans une société capitaliste, peut-être plus pour très longtemps. Alors on va regarder dans un premier temps ce qu'on peut faire pour améliorer la dimension environnementale du numérique. Donc on a vu précédemment que la cause principale de la pollution, c'est l'extraction de minerais, et donc le renouvellement du matériel. Donc comment on va faire pour éviter que les gens soient obligés de changer de smartphone tous les 2 ans? Arrêtez le marketing. On verra plus tard. Donc on va suivre l'adage. Déjà, le déchet qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Première question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un service numérique? Est-ce qu'on n'a pas une technologie low-tech? Ça fait écho à la keynote de ce matin, du coup, à chaque fois, je me dis, mais oui, j'ai ça aussi, check. Voilà. Donc est-ce qu'on n'a pas une technologie low-tech qui ne peut pas faire l'affaire? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette nouvelle application sur notre smartphone pour en vrai faire une to-do list où on a juste, pour faire notre liste de courses en fait? Est-ce qu'on peut pas juste utiliser un bout de papier? Bon, si vraiment on a défini que si on n'a pas le choix, on a besoin d'un service numérique, on peut peut-être regarder s'il n'existe pas déjà quelque chose de similaire en fait. Est-ce qu'on peut pas prendre cette application qui existe déjà, éventuellement le réutiliser, l'adapter et voir ce qu'on peut faire avec? Donc ça permet déjà de réduire les impacts de la production, mais surtout de ne pas avoir de nouveaux serveurs qui vont tourner pour avoir une application qui est redondante. Ouais. Bon, si vraiment le service n'existe pas et il est absolument indispensable, est-ce qu'on ne peut pas essayer de réduire un peu son scope? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités? Est-ce qu'on ne peut pas réduire le parcours utilisateur à son simple minimum? Est-ce qu'on ne peut pas réduire la consommation ou l'envoi des données? Est-ce qu'on ne peut pas réduire la résolution des images aussi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une image en 4K pour afficher la photo de l'utilisateur en haut à droite? Voilà. Au risque de faire râler les designers, mais quand même, il faut y penser. Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, alors on peut commencer à songer à l'éco-conception en fait. Donc il existe plein de bonnes pratiques d'éco-conception. Je ne vais pas les énumérer ici parce qu'il y en a plus d'une centaine. Mais si vous êtes curieux, il y a le référentiel du collectif Conception numérique responsable qui vous donne toute une liste de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour y arriver. Et puis l'éco-conception, ça ne s'arrête pas au développement de l'application en vrai. Donc à moins de travailler sur un site lié à un événement ponctuel qui va être coupé juste après, enfin vraiment un truc... je pense qu'on n'est pas nombreux, pas être nombreux à travailler sur ce genre de site.
Donc oui, on va essayer de faire en sorte que le service puisse être utilisé le plus longtemps possible, sur le plus de terminaux possible, et éviter son obsolescence. Donc je vous propose de regarder maintenant l'aspect social du numérique responsable. Premier aspect, l'accessibilité. Nos applications doivent pouvoir être utilisées par les êtres humains, en général, plutôt à destination des humains quand même, quel que soit leur handicap, qu'il soit ponctuel ou permanent. Donc il va falloir penser à concevoir ces applications pour toutes et tous, et donc intégrer l'accessibilité dès la phase de conception d'un nouveau service numérique. On sait à quel point c'est compliqué de rendre une application accessible une fois qu'elle est terminée, en fait. Là c'est l'enfer. Si on y pense en amont, ça va mieux déjà. Puis lorsqu'on crée des applications numériques, en fait, on a une responsabilité éthique et sociale envers nos utilisateurs et utilisatrices. Donc cette responsabilité va impliquer le respect de la vie privée, la transparence sur l'utilisation des données, et le fait d'éviter les biais et les manipulations, donc les fameux dark pattern marketing qu'on peut voir genre sur Meetup, la pop-up qui arrive quand on s'inscrit à un événement, c'est juste une honte. Il faut penser nos utilisateurs et nos utilisatrices comme des êtres humains qui ont le droit d'être considérés comme tels. Ce n'est pas uniquement des consommateurs et des consommatrices. Et je remets une couche sur le respect de la vie privée. C'est un aspect vraiment très important du numérique responsable et qui va évidemment de pair avec l'éthique. Pour créer des applications qui répondent aux besoins de la population, il faut que les équipes de conception et de réalisation soient au final le reflet de cette population. La diversité dans les équipes, c'est essentiel si on veut améliorer l'impact social du numérique et s'adresser à un maximum de monde. Alors, la diversité, c'est pas juste avoir des femmes dans les équipes. Enfin, avoir une femme dans les équipes, c'est plutôt singulier d'habiter, non ? La diversité, c'est avoir des personnes qui viennent d'origines sociales différentes, de cultures différentes, qui ont des modes de vie différents, des contraintes physiques différentes. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus large que la mixité. Et c'est très, très important. Et donc, le dernier aspect de nos 3 P, People, Planet, Profit, la dimension économique. La performance et l'efficacité des applications va leur permettre de fonctionner, quelle que soit la machine utilisée par les utilisateurs et utilisatrices. On va ainsi éviter de devoir investir dans de nouveaux matériaux, 80% de la pollution du numérique. Je pense qu'à la fin, si vous avez un chiffre à retenir, 80% de la pollution du numérique provient de la phase de fabrication des terminaux. Donc plus nos applications sont performantes, moins ça forcera les utilisateurs et utilisatrices à changer leur machine parce que ça rame, et plus on va limiter la pollution. Et donc plus on aura d'utilisateurs de nos applications. Important aussi. Nos applications et logiciels doivent être pensés pour être utilisables sur la durée. Ils doivent permettre une évolutivité et une modularité suffisantes pour s'adapter aux nouvelles contraintes du futur. Donc on va essayer de concevoir des applications sur le long terme et pas se dire que de toute façon on récréera tout from scratch quand ça tiendra plus la charge ou quand il y aura un nouveau framework JS qui va sortir. Parce que ça c'est cool. Puis bon, évidemment, je vous l'apprends pas, la qualité, c'est pas une variable d'ajustement. J'espère que je vous l'apprends pas, en fait. Mais voilà, la qualité, c'est pas une variable d'ajustement. Pour que nos logiciels et applications soient performants, efficaces et durables, il faut qu'ils aient été conçus de manière qualitative. Donc, pour résumer, une bonne technique pour savoir si vos développements s'inscrivent dans une démarche de développement durable, ça va être de se poser ces 3 questions. Donc, les 3 U. Est-ce que le service est vraiment utile aux utilisateurs et utilisatrices? Est-ce qu'il est utilisable par tous et toutes, quels que soient les terminaux utilisés? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que le parcours utilisateur est compréhensible? Est-ce qu'il est vraiment utilisable? Et est-ce que le service est utilisé en vrai? Alors, cette dernière question, c'est un peu plus compliqué de se la poser en amont des développements, parce que on ne sait pas en vrai. Mais elle est intéressante à ajouter à une boucle de feedback, en disant oui, on a fait ce truc-là, mais en fait, personne l'utilise, donc libérons de la place sur nos serveurs, libérons des développeurs qui vont faire des choses plus utiles. Voilà, donc maintenant qu'on a eu un portrait de ce qu'est que le numérique responsable,
on va essayer de se demander comment concilier les pratiques craft avec le développement durable. Alors après, je me dis, en fait, le craft, faut peut-être que je définisse ce que c'est, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que le craft? Donc, le mouvement craft prend ses origines dans l'agilité. À la fin des années 2000, l'agilité commence à perdre un peu de vue, un tout petit peu, l'aspect qualitatif des développements. Le but, c'est de fournir plus de valeur aux utilisateurs et utilisatrices sans trop se préoccuper de la dette technique, qui va grandir un peu de jour en jour. Du coup, dans ce mouvement, les développeurs ils commencent à se sentir plus trop considérés, parce que ça devient plus une méthode de management qu'une méthode de production de logiciels. C'est toujours un peu le cas. Ça n'a pas trop changé depuis les années 2000. Enfin, la fin des années 2000. Donc, pour rappel, le manifeste agile, c'est ça. Peut-être que vous l'avez déjà vu 20 fois, mais peut-être que vous ne l'avez jamais vu, en fait. Donc, le manifeste, ça date de 2001. Et ça dit qu'il faut préférer les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. On va préférer des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive. On va préférer collaborer avec le client plutôt que faire des négociations contractuelles et s'adapter aux changements plutôt que de suivre un plan. Voilà. Bon, après, il y a 12 principes, ça je vais vous les épargner. Hein. Déjà, les 4 valeurs, c'est pas mal. Donc, ce qui s'est passé en 2009, c'est que, il y a eu un nouveau manifeste qui a été écrit. Le manifeste pour un artisanat logiciel qui va venir compléter le manifeste agile. On va dire, OK, donc pas uniquement des individus et des interactions, mais aussi une communauté de professionnels. On va pas avoir uniquement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus, en fait. Ça paraît évident, mais... OK, très bien, on fait de la collaboration avec les clients, mais on va aussi essayer d'avoir des partenariats productifs, et on va s'adapter aux changements, mais on va aussi préconiser l'ajout de valeur régulièrement. Voilà, c'est tout. Le craft, ça s'arrête là, en fait. Le manifeste craft. Il n'y a que ça qui définit ce que c'est le craft. En fait. C'est avant tout des valeurs, donc la qualité et le professionnalisme. Les techniques et pratiques qu'on associe au craft, comme le TDD, donc Test Driven Development, le BDD, Behavior Driven Development, le DDD, Domain Driven Design, et autres, un DD, ça va venir qu'en appui à la mise en application de ces valeurs. Si le manifeste vous parle, vous pouvez vous considérer comme un crafter, en fait. Vous n'avez pas besoin d'être expert DDD pour le faire. Je reviendrai sur cet élitisme des crafters que je veux combattre, mais voilà. Donc c'est tout. Le craft, c'est ça. Donc il y a déjà des pratiques responsables, en fait, qui existent, que ce soit dans le craft ou dans notre industrie plus globalement. Donc la première pratique, c'est le professionnalisme. Surtout quand on vient en conférence, c'est qu'on on a vraiment à cœur de faire notre travail bien, et on veut aussi qu'il soit utile aux utilisateurs et utilisatrices. Donc la qualité, c'est un aspect non négociable, et on va essayer autant de faire que se peut de développer des logiciels performants. Le partage. Donc le partage de la transmission, c'est au cœur des pratiques craft. Alors, on aime partager nos connaissances, nos expériences, nos erreurs aussi, avec nos pairs. Donc on a des pratiques comme le binomage ou le software teaming. Donc software teaming, c'est le nouveau nom du mob programming. Voilà, ça change de nom régulièrement. Donc voilà, ce sont des très bons exemples de cette pratique. Les conférences, les meet-up, les open space, tout ça. Voilà. On aime bien quand même, on aime bien partager. Le mentorat commence à se faire de plus en plus présent dans notre communauté et c'est vraiment une super chose. Enfin, j'adore ça. L'accompagnement et la transmission des bonnes pratiques, ça se fait plus efficacement quand c'est une ou un dev senior qui va prendre sous son aile une personne plus junior pour l'aider à monter en compétences. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui est junior dans l'industrie, ça peut être quelqu'un qui est junior sur une pratique. Voilà, vraiment l'accompagner et ça se fait de plus en plus et je trouve ça super. Donc l'amélioration, je vais boire un peu. L'amélioration continue. Donc c'est un des piliers de l'agilité. Donc en tant qu'artisan du logiciel, on met en œuvre cette pratique quotidiennement, au final, pour essayer de tendre vers un code plus lisible,
plus efficace, plus utile, plus. Quoi. Donc ça serait super si on pouvait mettre aussi en œuvre cette pratique pour rendre notre secteur plus responsable, tout simplement. Et on a le pragmatisme, qui est donc le pragmatisme. Quand on dit ça, souvent c'est des gens j'aime pas ce mot-là. Il est utilisé à tort et à travers. Donc le pragmatisme, c'est juste la capacité à s'adapter aux contraintes de la réalité. Donc on est tous conscients qu'il faut garder les pieds sur terre et que parfois, il va falloir accepter de faire des choses pas aussi bien qu'on le souhaiterait pour satisfaire les besoins de nos utilisateurs et utilisatrices. Et puis il y a parfois des contraintes extérieures qui font que voilà, on n'a pas la main dessus, il faut s'adapter. Et puis comme on est pragmatique, on va aussi se poser la question de l'utilité ou non de l'application sur laquelle on est en train de travailler, ou de la fonctionnalité qu'on est en train de développer. Donc le télétravail, ok, c'est pas une pratique craft, hein. Mais en fait je me devais de la mettre en avant parce que Covid oblige, c'est devenu une pratique de plus en plus populaire. Je pense que il doit plus y avoir beaucoup de gens qui font du 100% présentiel maintenant. Et en vrai, c'est vraiment une très bonne chose pour la planète, parce que moins de trajets, ça veut dire moins d'émissions de CO2. Alors vous allez pouvoir entendre des avis contraires qui vont vous dire « Ah ben oui, mais le télétravail, ça veut dire chauffement des logements individuels, tout ça, donc c'est une consommation d'énergie, voilà, c'est pas cool. » Faut quand même noter que les transports, et particulièrement la voiture individuelle, ça reste quand même le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Donc, limiter ces émissions reste de toute façon une action positive pour la planète. Et puis le télétravail, c'est aussi positif socialement. Alors ça aussi, mais non, ça va pas. On va plus rester avec les collègues. Enfin, c'est voilà, le lien social, il se perd et tout. Mais en fait, on a plus de temps à consacrer à sa famille, aux associations autour de chez nous. Et en fait, c'est cool. En plus, ça limite un peu l'entre-soi, quoi. On reste pas entre informaticiens. On parle à des gens qui ne font pas de l'informatique. Et je vous jure, hein, ils sont gentils et ça se passe très très bien. Mais voilà, comme je disais, le craft, c'est pas tout rose non plus. Il y a quand même pas mal de points de vigilance. Premier point, le choix des outils. Alors, je vais refaire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà mis à jour son IDE préféré ou son OS et qui s'est retrouvé avec sa machine qui s'est mise à ramer tellement qu'elle était inutilisable? Yeah. Voilà, c'est un des problèmes auxquels on est confronté si on ne fait pas particulièrement attention en fait aux outils qu'on va utiliser au quotidien. Alors, je vous dis pas de revenir à VI ou Emacs pour coder. Vous pouvez garder votre IDE, c'est pas un problème. Mais essayez de trouver des IDE qui vont être moins gourmands en ressources ou encore ou juste arrêter d'installer tous les plugins de la Terre. Faites le ménage dans vos plugins, ça va moins ramer déjà. Plus nos machines vont être performantes et plus les outils vont devenir gourmands en fait, parce que ils ont la place, on peut y aller. Et les gens qui fabriquent ces outils, ils savent que les machines vont être beaucoup plus performantes, donc ils s'en privent pas. Est-ce que vous êtes vraiment sûr d'utiliser 100% des fonctionnalités de votre IDE? Le but, c'est de trouver des outils avec lesquels vous êtes efficace et essayer de les rendre plus légers. Vous enlevez les surcouches et vous allez voir que vous allez gagner en efficacité et votre machine va se sentir beaucoup mieux aussi. Et dans ces outils, en fait, j'inclus les IA génératives qui deviennent quand même maintenant, c'est censé être des aides quotidiennes aux développeurs. Alors encore un sondage qui utilise Copilot, ChatGPT ou autres IA quotidiennement ou régulièrement. Voilà. Est-ce que vous connaissez leur impact écologique? Voilà. Donc l'entraînement seul de l'IA pour GPT-3 a émis 502 tonnes de CO2. Donc c'est l'équivalent de 205 allers-retours Paris-New York en avion. Et puis quand on pose la question à ChatGPT lui-même pour avoir une estimation de sa consommation pour une requête, donc il nous dit qu'il consomme environ 0,6 kW d'énergie. Voilà. Donc c'est des émissions carbone moyennes de 285 grammes d'équivalent CO2, et c'est l'équivalent de 2 km en voiture. Une requête Google, à côté, c'est 7 grammes par rapport à 285. Voilà. Donc peut-être qu'il faut songer à réserver l'utilisation de ces IA uniquement aux situations dans lesquelles on est vraiment bloqué. Quand on n'a rien trouvé sur Stack Overflow, voilà,
on peut peut-être commencer à leur poser la question, et puis arrêter de générer des getters et des setters avec Copilot, en fait. Voilà, les IDE, ils le font déjà très bien, et ça coûte moins cher. Donc de la même manière que le choix des outils est important, le choix des technos doit aussi être réfléchi. Donc j'imagine bien que quand vous démarrez un projet, vous réfléchissez aux technos que vous allez choisir. Mais est-ce que dans vos critères de choix rentre son impact écologique et son impact social? C'est rarement dans les critères. Donc est-ce que cette techno va être optimisée pour votre cadre d'utilisation? Est-ce qu'elle va être pratique pour les développeurs qui vont venir après vous? Ou pour vous dans quelques mois aussi? On se rend compte d'avoir. Mais est-ce qu'elle va être aussi pratique pour les ops, pour les testeuses et les testeurs, pour les utilisateurs et utilisatrices? Voilà, il y a pas mal de personnes qui en fait vont être en interaction avec votre application qu'il va falloir prendre en compte. Au niveau du framework lui-même, est-ce que la page va être calculée entièrement à chaque affichage, ou est-ce qu'on va avoir du server-side rendering, voilà, pour essayer de penser un peu éco-conception. Et puis, est-ce que la techno n'a pas simplement été utilisée pour améliorer son CV au détriment de l'utilisabilité de l'application? Le CV-driven development a encore de beaux jours devant lui, malheureusement. Essayer de l'arrêter. Donc, on va faire des applications simples qui vont résoudre une problématique de nos utilisateurs et utilisatrices et qui vont le faire bien. On va arrêter de faire des usines à gaz et des progiciels qui font tout, mais rien de bien, et on va se recentrer sur les besoins. Vraiment. On revient à l'agilité, en fait. Et puis la communauté Craft, donc, ce que je disais tout à l'heure, est connue pour être élitiste. Donc on est même considéré comme une communauté de gatekeepers. Alors qu'est-ce que c'est que le gatekeeping? C'est l'activité qui consiste à contrôler qui a accès à certaines ressources, au pouvoir et aux opportunités, et qui n'y aura pas accès. Donc clairement, j'ai vu, en tant qu'organisatrice de Meetup, des gens qui n'osent pas venir au Meetup ou aux conférences Craft, parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas acceptés, parce que c'est des événements pour l'élite des devs. Alors, je dis l'élite, parfois il y a des termes un peu plus violents aussi. Voilà. Donc ce gatekeeping, il se retrouve plus largement en fait dans le numérique. On a des communautés par techno, donc ça fait très rire, la guéguerre entre les langages de programmation, mais en fait c'est assez symptomatique du problème. On peut aussi noter des événements pro qui vont avoir lieu en dehors des heures du travail, souvent les meet-up, et ça pose aussi des problèmes. Tout le monde ne peut pas se permettre d'y aller en dehors des heures de travail, que ce soit pour des raisons de garde d'enfants, ou de contraintes familiales, ou simplement pour un équilibre vie pro, vie perso. Il y en a qui essayent de le garder. Donc, cette mise à l'écart des personnes non privilégiées, est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite, en fait, dans notre communauté? Peut-être qu'il va falloir qu'on se remette en question, qu'on remette en question nos façons de communiquer et notre accueil pour être plus ouvert envers tout le monde. Moi, ce qui me concerne la communauté Craft, je crois profondément dans les valeurs du Craft, et ça me fait vraiment très mal au cœur de voir l'image que peut projeter la communauté. Et puis on ne fonctionne pas tous de la même manière. On a certaines personnes qui apprennent bien en lisant des livres, d'autres qui ont besoin de mise en pratique concrète, d'autres qui ont besoin de vidéos. Donc la communauté Craft va prôner beaucoup la lecture de livres pour apprendre les nouvelles techniques ou les bonnes pratiques. Mais je me pose des questions, mais comment font les personnes dyslexiques en fait? C'est très compliqué pour eux de lire ces livres. Enfin, dyslexiques ou neuroatypiques aussi. Ils n'arrivent pas à apprendre dans les livres. Donc de facto, elles vont avoir du mal à s'intégrer parce qu'elles ne vont pas avoir pris connaissance des fameux livres de référence. Donc voilà, essayons d'être plus ouverts et d'apporter plus de diversité pour améliorer la communauté. Et en parlant de livres de référence, la communauté Craft, un peu comme toutes les communautés tech, a une fâcheuse tendance à s'orienter vers du dogmatisme. Alors on a parfois l'impression que le DDD ou la programmation fonctionnelle, c'est un peu les nouvelles religions. C'est ça, il y a point de salut au-delà. Si vous ne faites pas de programmation fonctionnelle, vous êtes des sous-développeurs. Il y a même une Bible dans le Craft, donc c'est la Bible Clean Code. C'est un très bon exemple. Donc les devs qui n'ont pas lu Clean Code, ils n'ont pas vu au chapitre. Et quand on connaît l'auteur de Clean Code et sa toxicité, franchement,
va falloir qu'on se remette en question sur notre livre de référence. Reprenons notre pragmatisme, essayons de réaliser des logiciels utiles, utilisables, sans tomber dans les effets de mode, les nouvelles tendances, les nouveaux frameworks. Peut-être que la meilleure façon de gérer ce nouveau projet qui vient d'arriver, ça sera un cycle en V. Et soit, ça sera sûrement la meilleure des manières de faire. Peut-être que ce sera de la programmation objet, mais oui, ou peut-être même du no-code. Mais tant que c'est utilisable, utilisé et que c'est efficace, allons-y. Alors, je vous ai montré que le manifeste Craft amendait le manifeste Agile. Moi, je vous propose de amender le manifeste Craft pour essayer de le rendre plus responsable. Donc, le manifeste Craft nous dit pas uniquement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus, et j'aimerais bien rajouter qui limitent leur impact environnemental. Donc je vous ai épargné les 12 principes du manifeste Agile, mais je ne vous épargnerai pas les principes de mon nouveau manifeste. Mais il n'y en a pas 12, je vous rassure. Non, il n'y en a pas 12, je vous rassure. Donc premier principe, l'optimisation. On va essayer d'optimiser régulièrement les logiciels qu'on crée afin de réduire les flux réseau et la quantité d'énergie nécessaire à les faire fonctionner. Ensuite, la durabilité. Nos logiciels sont conçus pour fonctionner durablement, quelles que soient les évolutions matérielles ou logicielles à venir. C'est un peu vœu pieux quand même. Parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait, mais... Deuxième valeur, pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constante de valeur, seulement quand elle est démontrable. Donc là, on va questionner l'utilité. Notre attention va porter sur la réalisation de logiciels réellement utiles aux utilisateurs et utilisatrices, qui va leur faciliter la vie et ou le travail. C'est le numérique, ça concerne maintenant toutes les facettes de nos vies quotidiennes. On va éviter la course à la croissance. Nos logiciels vont avoir pour ambition de répondre à une problématique de nos utilisateurs et utilisatrices et de le faire bien. Donc pas seulement les individus et les interactions, mais aussi une communauté de professionnels qui inclut tout le monde sans discrimination ni élitisme. Donc premier point, on va être ouvert à toutes et tous, quel que soit le niveau d'expérience. Les débutants et débutantes sont évidemment les bienvenus et toutes les opinions sont écoutées avec la même importance. On va proposer d'accompagner les débutantes et débutants ou toute personne qui souhaite se perfectionner dans la mise en œuvre de bonnes pratiques de code. Donc on va pour cela avoir un accompagnement personnel de type mentoring. Et puis la diversité. Donc on accueille toutes les personnes indépendamment de leur sexe, identité, expression de genre, orientation sexuelle, invalidité, apparence physique, taille, origine, âge ou religion. Et je suis sûrement pas exhaustive. Ou si vous voyez d'autres points à rajouter, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera avec plaisir que j'ajouterai des choses à la liste. Et puis dernier point, pas seulement la collaboration avec le client, mais aussi des partenariats productifs qui vont améliorer l'impact social. Donc on va prendre en compte l'accessibilité dès la conception. Donc on va s'engager à prendre en compte les bonnes pratiques d'accessibilité pour garantir une expérience agréable à tous nos utilisateurs et utilisatrices. Et on va s'engager à ce que nos développements n'aillent pas à l'encontre d'un des objectifs de développement durable définis par l'ONU. Donc évidemment, je ne vous en ai pas parlé jusqu'ici. Donc l'ONU a défini 17 objectifs de développement durable qui vont de la protection de la vie aquatique et terrestre à faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, voire même plus de pauvreté, ça serait l'idéal. Voilà, il y en a 17. Donc là, moi ce que je vous demande, c'est juste, quand vous développez quelque chose, regardez ces objectifs de développement durable et regardez si vous n'allez pas à l'encontre d'un de ces objectifs. Alors si vous pouvez les appuyer, c'est encore mieux, mais déjà, juste ne pas les contre. Et puis une sorte de serment d'Hippocrate des devs aussi. On va s'engager à ce que nos développements ne puissent pas nuire directement ou indirectement à un autre être vivant. Ça a l'air simple comme ça. Donc pour conclure, adopter une démarche Craft, c'est apporter un peu de care dans notre métier. Alors, maintenant, il va y avoir plein de petits cœurs sur mes slides, c'est cool.
Donc le craft, c'est prendre soin du code et de nos pratiques de développement, donc avec la mise en place de pratiques de développement qui permettent d'augmenter la qualité et l'évolutivité de notre code. C'est aussi prendre soin de ses collègues avec le mentoring, le partage, le binômage ou le software teaming, la qualité, voilà, tout ça. C'est aussi prendre soin des utilisateurs, toujours avec la qualité, mais aussi avec la volonté de faire des logiciels utilisables et utilisés. Moi, j'aimerais bien que le craft soit aussi ajouter du care pour la planète, en prenant en compte ces notions d'éco-conception. Et puis, globalement, du care pour la société en général, au final. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, je vous invite à pas hésiter à creuser les sujets si ces sujets vous intéressent. Et vous allez voir, on met un peu le doigt dans l'engrenage, mais ça va bien se passer. Et je vous remercie. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, petite précision. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions avec un point d'interrogation à la fin? Là, tout de suite, il n'y a plus personne. Est-ce que tu aurais des conseils pour qu'on puisse prêcher l'éco-conception vis-à-vis des donneurs d'ordre, puisque du point de vue des développeurs, on est souvent réduit à l'état d'exécutant et pas de décideur, donc on peut essayer d'en parler, mais souvent les pyramides hiérarchiques vont faire qu'on n'aura pas beaucoup de poids dans la balance. Oui, moi un angle d'attaque que j'aime bien prendre, c'est celui de la performance. En fait, parce que quand on développe quand on a une application éco-conçue, elle est beaucoup plus performante. Donc, elle va consommer moins. S'il y a besoin d'aspect financier, mais en fait, on va payer moins en serveur sur le cloud. Il y a parfois cet angle d'attaque qu'on peut prendre. Voilà, s'il y a besoin de notions budgétaires ou autres. Après, dans le numérique responsable, il y a l'accessibilité aussi. Il faut savoir que c'est une obligation légale. Donc, parfois, faut le rappeler aussi parfois à nos donneurs d'ordre que si l'application n'est pas accessible, ils sont hors la loi. Je ne sais pas si ça t'aide. Mais... Bonjour. Est-ce que vous connaissez le site Técologie et ses podcasts? Non. Non, ok. C'était pour réagir par rapport au télétravail. Et finalement, c'est pas si, écolo qu'on pense. Par rapport au effet rebond indirect, notamment. Oui, oui. Voilà. Tout n'est pas... tout a forcément un impact, quoi qu'on fasse, en fait. À partir du moment qu'on travaille dans le numérique, on va avoir un impact négatif, en fait. C'est triste. On va tous se reconvertir. C'est pour ça que je fais de l'apiculture, en fait. Je me prépare. J'y vais pas. Alors, pas tant une question qu'une proposition. Est-ce que tu veux bien revenir sur le slide où tu parles de l'optimisation, s'il te plaît? Attends, non, celui-là Ouais, celui-là, exactement. La proposition, c'est d'ajouter le fait que non seulement ça réduit les flux réseau et la quantité d'énergie nécessaire à les faire fonctionner, mais ça réduit aussi potentiellement la création d'obsolescence. Et il me semble que c'est, étant donné que tu appuies bien dans ton discours sur le fait que la création des terminaux, c'est quand même important, c'est quand même majoritaire dans les impacts, c'est bien, à mon sens, de le faire apparaître ici aussi. Merci. Je vais mettre à jour. Je me demandais comment tu mesures en fait les optimisations qu'on peut avoir fait ou autres pour se dire finalement j'ai éco-conçu quelque chose. C'est moins pire qu'avant. Alors, il commence à y avoir de plus en plus d'outils en fait qui permettent de faire ces mesures automatiques. Moi, j'aime bien utiliser l'outil EcoIndex. Alors c'est que pour les applications web du coup, mais on va optimiser le côté client, où ça va mesurer la quantité de données qui sont chargées, le nombre de requêtes HTTP et la taille de la page. Et puis ça donne une note
Voilà, un index, un peu comme un Nutri-Score. Puis on peut suivre l'évolution, en fait, savoir, cette nouvelle fonctionnalité, ça a baissé notre index, ou ça l'a amélioré, ou ça l'a laissé constant, en fait. Voilà. Moi, c'est celui que j'utilise. Après, je sais qu'il y en a de plus en plus. Il y en a même du côté back-end, mais je les connais pas trop. Ouais, n'hésitez pas à lever le bras bien haut. C'est pas tellement une question non plus, mais plus une réflexion. On parle d'accessibilité, d'obsolescence programmée, on parle de tout ça, mais on se rend bien compte que les personnes les plus pauvres vont avoir plus tendance à acheter, par exemple, Xiaomi, qui va avoir une durée de vie très limitée, par rapport à, je vois Framework, je crois, ton PC, ou moi j'ai du Fairphone, par exemple, mais qui est largement dehors des budgets des gens. Donc c'est quand même un peu utopiste, quoi, je trouve. Je suis d'accord. Il faut, alors, en tant que simple développeur, c'est difficile d'avoir un impact là-dessus. Mais déjà, faire en sorte que nos applications puissent tourner sur un vieux smartphone Xiaomi, effectivement, d'il y a quelques années. Déjà, on va apporter notre pierre à l'édifice. Après, faut monter. Voilà. Ouais. Tout mon application politique et tout ça. tout est. Merci pour la présentation. Je veux juste réagir sur ce commentaire là, justement sur les smartphones. C'est une réflexion que j'entends beaucoup. Pour moi, une des clés, c'est de faire comprendre aux gens qu'un smartphone à moins de 500 € n'est pas viable en termes environnementaux de toute façon. Donc, il faut changer les mentalités et prendre des terminaux, des nouveaux moyens de financement. Par exemple, ça existait très bien avant, quand on a commencé les téléphones. Personne n'achetait son téléphone. Voilà, il y a des façons de donner cette accessibilité aux gens sans avoir cet impact environnemental. Donc pour moi, c'est essentiel aujourd'hui que les gens comprennent que s'ils achètent un smartphone à moins de, on va dire, 400-500 balles, ça n'est pas viable écologiquement, point final. Une question ici. Pardon. Est-ce que tu lis encore des fils d'actu, d'articles et tout ça? Et comment tu vis aujourd'hui ces sites d'actu qui, moi, m'agressent de vidéos, de pubs Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Arrêter Internet. Non, mais en tant qu'utilisateur, lutter contre ça, est-ce qu'il y a un truc à faire en tant qu'utilisateur pour lutter contre ça? Des bloqueurs de pub, des modes les navigateurs qui proposent des modes de lecture. Genre Firefox, il propose d'avoir ce mode de lecture qui du coup garde que le contenu et enlève tout. Voilà, des trucs un peu plus sobres. Les flux RSS, c'est pas mal les flux RSS. En fait, il n'y a pas trop de pub. Hein. Encore faut-il que les sites les proposent. Mais je me bats pour le retour des flux RSS. Allons-y. Alors, moi, du coup, j'avais une question rhétorique. Est-ce que finalement, c'est pas une critique du libéralisme économique? Oups. Mais ça clignote. Je crois que le temps est fini. Merci beaucoup pour vos retours. C'est super.